Bonjour tout le monde. Je vais prendre quelques minutes de votre attention sur la proposition du président Anis Jaziri, que je remercie. Je voudrais vous présenter un événement, le Salon Euro-Maritime, qui est un événement industriel qui aurait lieu à Marseille en début d'année. Je vous prends 5 minutes, c'est en ouverture de la table suivante, ça n'a pas de rapport direct avec le sujet de la table suivante, mais en attendant qu'il s'installe, je vous partage ces quelques éléments. Donc le Salon Euro-Maritime, c'est un salon qui réunit l'ensemble de l'écosystème maritime français, européen et méditerranéen. Il est installé à Marseille dans l'objectif d'impliquer l'ensemble des pays méditerranéens dans l'évolution de l'économie bleue et de la croissance par tout ce qui est l'utilisation des moyens maritimes. Alors, en quelques mots, le salon se tient à Marseille. Marseille est un des grands ports de la Méditerranée. Il pourrait se dire aussi à Tanger, à La Goulette ou ailleurs. Les ports méditerranéens sont des ports actifs. Et bien sûr une ouverture très significative entre l'Europe et l'Afrique du Nord. C'est un salon qui a maintenant 3 ans d'existence. Ce sera la 3e édition. Avec la pandémie, on sait bien que ça a été un peu compliqué. Mais cette 3e édition regroupera à peu près entre 300 et 350 exposants, 4000 visiteurs de 52 pays et près de 800 B2B, si on se fie aux dernières organisations. Donc c'est 3 jours de salon, 3 jours d'échanges et de conférences. Alors, si vous venez sur ce salon, et bien sûr vous y êtes tous conviés, alors, il y a énormément de sujets qui seront traités, mais essentiellement les sujets liés qui concernent les acteurs de l'industrie maritime, soit actuels, soit à venir. Alors, évidemment, c'est un domaine... Pour certains pays, c'est un domaine qui est déjà ancestral. Pour d'autres, c'est un domaine industriel qui est en devenir, qui demande de gros investissements, d'où un peu la légitimité de notre présence ici. Voilà, pour construire des bateaux, pour faire revivre des chantiers, pour investir, il faut des financements et bien sûr, cette assemblée est la mieux placée pour en discuter et y travailler. Bien sûr, il y aura un certain nombre de délégations nationales et internationales qui traiteront de tous les sujets liés aux industries maritimes. J'avance assez vite, mais bien sûr, je suis à votre disposition si certains d'entre vous sont intéressés pour rentrer dans les détails. Voilà les domaines qui seront traités. Alors, vous voyez la construction navale, les transports, la sécurité et la sûreté maritime, la pêche, bien sûr, et l'aquaculture, les ports, l'organisation des ports, leur sécurité, la logistique qui va avec. Les technologies d'avenir, c'est essentiellement celles qui sont liées à l'énergie. Vous savez qu'en mer, il y a bien sûr l'éolien, l'éolien flottant, l'éolien posé, mais il y a aussi l'hydrolien. L'hydrolien, ce sont des hélices qu'on met sous l'eau et qui profitent des courants. Il y a aussi le système houlomoteur qui permet de faire de l'électricité avec les vagues. Enfin, il y a énormément d'avenir, d'énergie inépuisable et bien sûr totalement décarboné. Les services et enfin les équipements, bien sûr les hélices, les moteurs, les radars, enfin, tout ce qui va avec l'utilisation des bateaux. En quelques mots, nous avons un certain nombre de secteurs un peu particuliers. Nous faisons un focus sur l'innovation avec des startups. Nous avons un domaine également pour la recherche liée à la recherche en mer. Un CIT, c'est tout ce qui est lié à la cyber, à l'informatique. Et enfin, la protection des océans à travers un espace qui s'appelle SeaProtect. Voilà. Des B2B, je passe rapidement. Et voilà, bien sûr, une plateforme d'échange organisée par le groupement des industries navales. Et pour terminer, voilà, ça c'est ce que vous voulez exposer. Réservez votre stand, mais ça je suis à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Et je terminerai en vous disant que, bien sûr, nous vous y attendons. Vous pouvez y être sponsor. Ça, c'est un certain nombre d'entreprises qui témoignent de leur participation. Et pour terminer, voilà, une petite vision de l'équipe commerciale qui, évidemment, pourra vous accueillir et vous guider si vous êtes intéressé par ce salon.
Je vous remercie. Comme vous pouvez voir, ce salon dispose d'un certain nombre de sponsors, un certain nombre de partenaires. Bien sûr, on est soutenu par le ministère de la Mer, les services du Premier ministre, la préfecture maritime, et puis un certain nombre de la région, le département, et puis un certain nombre d'acteurs, dont CEMA, CGM, l'ENSM, des entreprises et des organisations que vous pouvez rencontrer sur ce tableau. Voilà. Je vous remercie infiniment, moi ça c'est d'autres, et bien sûr je cède la place à la table thématique suivante, dont la médiatrice arrive, et je vous accueille et je vous remercie de m'avoir laissé 2 minutes pour présenter ce salon sur la proposition d'Anis Al-Jaziri, et je vous souhaite un bon débat et une bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Bon après-midi plutôt, c'est pas bonjour. Hein. Salut, ça va? Alors, j'invite avec moi pour le 6e panel, la transformation digitale, levier d'accélération de la croissance et du développement économique en Afrique. Je commence par Monsieur Dominique Miguicha, donc le coordonnateur de l'Agence nationale du développement du numérique. Marhaba bik. Monsieur Norman Ferry, notre former Minister of Technology en Tunisie. Monsieur Ayman Znaidi, CEO de Adin Tunisia. Marhaba. Madame Moufida Yazidi, membre de l'Ordre mondial des experts internationaux. Finalement, il y a un organisme pour les consultants et les experts, et Monsieur Franklin Lowe, qui est le CEO de Rianda International. S'il est là, il va nous joindre. Il est là. Est-ce qu'on peut avoir les micros, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, l'équipe technique, est-ce qu'on peut avoir les micros? Rassel, PABC, Rassel. Voilà, c'est comme ça que tu m'entends. On a besoin des micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, chers invités, chers participants, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour ce panel captivant sur le sujet d'une importance cruciale, la transformation digitale, un levier d'accélération et aussi de croissance et de développement économique en Afrique. Je pense que c'est le sujet de plusieurs pays dans le continent. Personnellement, j'ai travaillé avec des présidences de république sur la conception des écosystèmes numériques, et je pense qu'aujourd'hui, malgré que le sujet il est toujours d'actualité, mais c'est toujours difficile vraiment à mettre en place l'écosystème adéquat aux objectifs et aux politiques de chaque pays. Alors, nous avons essayé d'explorer de multiples facettes au niveau de ce panel-là, portant sur la transformation digitale qui va façonner les sociétés et les économies africaines. Nous allons aussi avoir une opportunité d'entendre les perspectives de leaders d'opinion, d'experts, d'acteurs qui sont dans la première ligne de cette révolution numérique, surtout en Afrique. Et sans plus attendre, permettez-moi de commencer avec M. Dominique Miguicha, qui est le coordonnateur de l'Agence nationale du développement du numérique au Congo. Monsieur le coordonnateur, beaucoup d'agences du numérique un peu partout, dans tous les pays africains. On parle beaucoup de la transformation digitale, mais commençons tout d'abord par le Congo, plutôt RDC.
Alors, c'est quoi la vocation de cette agence? La philosophie du Congo, la République démocratique du Congo, en mettant en place une structure d'organisation avec une agence de développement du numérique. Pour quelle vocation? C'est quoi la mission? Et quels sont vos objectifs futurs? Bonjour à tous. Merci Madame Nadia pour cette opportunité que vous me donnez de parler un peu de la RDC, de ce qui se passe au niveau du numérique. Je voudrais aussi remercier les organisateurs, Monsieur le Président Anis, pour la qualité de ce forum. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'y participer et je me rends compte que c'était vraiment un événement qui permet de nombreuses rencontres de qualité. Avant de répondre à votre question sur l'Agence pour le développement du numérique que je dirige, je voudrais faire un petit rappel historique parce que la RDC, c'est un pays tout à fait singulier, notamment par rapport au numérique. Pourquoi? Parce que le tournant du numérique est intervenu, vous le savez, à la fin des années 90, au début des années 2000. Et malheureusement, notre pays, la République démocratique du Congo, qui s'appelait Zaïre à l'époque, a connu un changement politique violent avec la fin du régime de Mobutu et l'avènement d'un nouveau régime et plusieurs années d'instabilité politique, ce qui fait que, tout simplement, nous avons manqué le train de la transformation numérique et les 20 dernières années ont été plutôt consacrées à stabiliser notre pays avec notamment une grande mission des Nations Unies pour la sécurité dans notre pays. Et ce n'est qu'en 2019, avec l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les choses ont enfin changé et que nous avons donc entamé ce véritable tournant vers la transformation numérique. Et nous avons évidemment dû accélérer le rythme sous l'impulsion du président de la République, qui est venu et qui a été élu porteur d'une vision sociale de transformation de toute la société congolaise et en particulier le numérique en voulant l'utiliser comme un levier. Donc la thématique de ce panel, c'est le numérique comme levier de développement. Le président Félix Antoine Tshisekedi a résumé sa pensée et sa vision du numérique en disant qu'il voulait faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Et donc ça résume bien évidemment à la fois sa pensée et à la fois ça démontre finalement le caractère aligné sur le panel d'aujourd'hui. Et donc, entre 2019 et 2023, donc aujourd'hui, nous avons donc élaboré le code du numérique qui couvre l'ensemble évidemment des problématiques du secteur parce qu'il fallait évidemment poser les bases. Nous avons lancé un grand programme d'infrastructure, notamment à fibre optique et satellitaire. Nous avons lancé des grands projets comme la carte d'identité, le numéro unique, l'identité digitale. Bref, nous sommes dans une vraie dynamique de transformation et pour accompagner l'écosystème institutionnel, ça veut dire le gouvernement, donc l'Agence pour le développement du numérique a été créée à la présidence de la République avec 4 missions principales. La première, c'est évidemment faire le suivi du plan national du numérique Horizon 2025, qui est la traduction de la vision du chef d'État et qui reprend 70 projets prioritaires couvrant les 4 piliers de ce plan, que sont les infrastructures numériques, les usages applicatifs, les contenus et enfin la gouvernance, régulation. Et donc aujourd'hui, l'agence suit le gouvernement dans la mise en œuvre de ce plan. Ensuite, nous œuvrons au développement du numérique à 360 degrés, ça veut dire vraiment dans tous les secteurs et de manière transversale. Troisième mission, c'est la lutte contre la fracture numérique, parce qu'évidemment, dans la vision du chef de l'État, il ne faut pas un numérique à 2 vitesses, avec d'une part les villes qui se développent et qui ont accès à la connectivité et tous les services digitaux et les villages qui en sont privés. Donc nous travaillons et nous œuvrons sur ce domaine. Et enfin, nous travaillons à l'éclosion d'un écosystème congolais parce que nous voulons évidemment, avec nos partenaires, développer le secteur, mais il est important que demain nous ayons aussi un numérique congolais par les Congolais pour les Congolais. Donc ça, ce sont les 4 principales missions de l'Agence pour le développement du numérique. Alors ce que je voudrais dire par rapport précisément à ce rapport que nous avons avec l'extérieur sur les partenariats, parce que nous sommes ici en Tunisie pour nouer des partenariats avec évidemment des pays comme la Tunisie qui ont cette avance. Alors tout à l'heure on m'a dit que ce n'était pas vraiment de l'avance, mais je pense qu'on peut quand même considérer qu'il y a vraiment une vraie expertise tunisienne. Nous considérons qu'il y a 4 cercles concentriques. Le premier cercle, c'est bien sûr le cercle national, c'est l'écosystème national. Et ça, évidemment, c'est un défi
faire monter en compétences nos jeunes notamment et nos entreprises pour évidemment couvrir nos besoins. Le deuxième cercle, c'est le cercle, on va dire, sous-régional avec nos pays voisins. Nous sommes un pays très singulier, je l'ai dit. Nous sommes le seul pays du monde à avoir 9 frontières avec 9 pays différents. Et donc nous œuvrons évidemment dans cette relation, notamment pour ce qui concerne la redondance au niveau de la fibre optique. Enfin, il y a le troisième cercle, c'est le cercle continental. Et là, évidemment, dans ce cercle, on retrouve des pays frères et amis comme la Tunisie, avec des expertises que nous avons bien sûr besoin sur un certain nombre de compétences que nous n'avons pas encore pour le moment, et avec des partenariats sud-sud. Et j'insiste là-dessus parce qu'évidemment, il y a 20 ans, on n'aurait pas parlé de cette relation sud-sud, notamment pour les nouvelles technologies, mais aujourd'hui, il y a des pays amis et frères en Afrique qui ont des expertises qui peuvent partager avec nous. Enfin, il y a le quatrième cercle, c'est le cercle mondial, global, parce qu'évidemment, il y a encore des tout grands projets. C'est le cas, par exemple, de la carte d'identité, où nous avons donc contracté avec la multinationale française IDEMIA, parce qu'évidemment, là, c'est extrêmement complexe, ce sont des projets de très grande ampleur, et là, on a encore besoin, évidemment, de ces partenaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette notion à la fois nationale, sous-régionale, continentale et globale. Et vous êtes rattaché à quelle institution au ministère en tant qu'agence? Alors la particularité par rapport à d'autres agences qu'il y a en Afrique, d'ailleurs la majorité on peut le dire, elles sont toutes rattachées à l'exécutif. C'est-à-dire qu'elles sont des agences qui relèvent du ministère et d'ailleurs ce sont des agences qui exécutent des projets. La particularité de l'Agence pour le développement du numérique, c'est qu'elle est rattachée à la présidence de la République. Pourquoi? Parce qu'au Congo, le président est le chef de l'exécutif, mais ce n'est pas lui qui exécute le programme, c'est le gouvernement. Et donc la présidence est là pour veiller à ce que le président exécute ce programme conformément à la vision du chef de l'État. Donc il y a un ministère du numérique, il y a d'ailleurs un ministère des PTNTIC également, c'est eux qui exécutent le programme gouvernemental et nous interagissons avec eux dans le cadre du suivi. Alors ce que nous faisons également, c'est identifier des partenaires, identifier des synergies possibles avec d'autres pays et que nous amenons alors au niveau du gouvernement dans le cadre de programmes de coopération et de collaboration. D'accord, c'est très intéressant. Une dernière question, Dominique. Comment cette agence s'adapte aux besoins des différents ministères, des différentes structures au Congo en termes de digitalisation? Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que, bien sûr, le chef de l'État a cette vision, cette compréhension du monde. Il est issu d'une famille qui a une longue histoire politique. Son père a été un des plus grands opposants au régime de Mobutu, qui était un régime totalitaire. Et il a connu dans son parcours personnel, le chef de l'État, il a connu l'exil. Il a connu l'exil, alors ça a des avantages bien évidemment, mais ça a aussi l'avantage de pouvoir vivre d'autres réalités. Et il a vécu donc en Amérique du Nord et en Europe, et c'est là où finalement il a vu éclore le numérique avec tous ses avantages. Et donc lorsqu'on parle de la vision du chef de l'État, c'est tout simplement la reproduction de ce qu'il a pu vivre lorsqu'il était, je dirais, chef de l'État. Le chef de l'État précédent, et ça il faut bien l'intégrer, Joseph Kabila, qui avait des qualités, sans doute certains défauts, j'ai analysé et je me suis rendu compte que lui a également vécu, je dirais, une histoire singulière avec le maquis et avec son père qui était un opposant. Par contre, ils ont vécu dans la forêt, dans des environnements vraiment plus difficiles. Et donc, il n'a pas pu vivre, toucher du doigt cette réalité du digital. Et je pense que finalement, c'est le cas de beaucoup de ministres qui n'ont pas naturellement cette relation avec le digital. Donc c'est un apprentissage et c'est pas toujours facile d'interagir avec ces ministres, leur faire comprendre la nécessité de faire cette transformation numérique. Alors aujourd'hui, heureusement, on a réussi ce pari, on commence vraiment à comprendre et à se rendre compte que la volonté ou la vision du chef de l'État de faire du numérique non plus une option mais une obligation, elle est en train de percoler au sein de la population. Nous avons la chance d'avoir le gouverneur du Kasaï, qui était d'une grande région de la République démocratique du Congo, qui est ici avec nous. Et lorsque j'ai eu la chance de lui parler, eh bien, il est habité par cette volonté d'entrer dans cette transformation numérique avec des projets qu'il veut mettre en œuvre. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette étape est passée. Maintenant, nous sommes dans l'étape de la matérialisation. Et c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires qui ont déjà réussi cela
comme les entreprises tunisiennes qui ont pu accompagner le gouvernement tunisien et qui sont sans doute passé par ces étapes aussi d'hésitation ou de compréhension qu'il fallait franchir. Donc, si on comprend bien, donc vous êtes déjà dans le changement qu'on appelle disruptif entre guillemets pour aller vers la transformation digitale du pays. Hein? Absolument. D'accord. Merci beaucoup, Dominique Milicha. Ma question maintenant sera à Madame Moufida Yazidi, qui est membre de l'Ordre mondial des experts internationaux. Alors, en tant qu'expert international, en tant qu'organisme d'experts internationaux, d'après vous, quelles sont aujourd'hui les tendances mondiales, puisque normalement, c'est une organisation qui contient des experts un peu partout dans le monde. Oui. Quelles sont les tendances mondiales en matière de transformation digitale, surtout les tendances qui pourront avoir un impact significatif sur le continent africain? En tant qu'organisme, comment vous voyez les choses? Permettez-moi de remercier Monsieur le Président Anis El Jaziri de TABC pour nous avoir donné cette opportunité et donner l'opportunité aux experts internationaux d'être présents et de donner exactement une idée claire sur l'ordre mondial des experts internationaux. Nous sommes ici présents par une délégation du groupe, déjà le groupe MENA Afrique veut dire beaucoup de choses, notre implication totale dans l'Afrique et dans l'expertise internationale en Afrique. L'Ordre mondial des experts internationaux compte environ 600 experts à travers 24 pays. Sur les 600 experts, nous avons 234 experts africains, du Cameroun, du Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon. Donc, ça montre très bien notre implication dans l'Afrique et comment nous voyons développer l'expertise au niveau de l'Afrique. Surtout, le programme de formation que nous offrons aux experts internationaux donne une opportunité aux experts de se former sur la cybersécurité. Aujourd'hui, je pense que on parle beaucoup d'une nouvelle forme de souveraineté des pays à travers la sécurité digitale. Donc la cybersécurité aujourd'hui, c'est un axe très très important. Voilà. Donc notre programme, il est très bien ciblé pour le digital, donc la cybersécurité, la géopolitique. C'est une formation qui vraiment doit avoir une maîtrise totale des enjeux internationaux sur la géopolitique. Et même continentale. Je partage avec vous, Madame Moufida, mon expérience quand j'ai commencé à côtoyer l'Afrique subsaharienne. Après 2 ou 3 voyages, je rentre à Tunis et je dis, mais j'étais pas sérieuse lors de mes études au lycée, parce que je faisais les études de la géographie et de l'histoire juste pour passer l'examen. Alors que la connaissance en géographie, en histoire, pour constituer ensuite un mindset orienté vers la géopolitique est très important. Bien sûr, l'adaptation de la géopolitique à l'économie, l'adaptation de la géopolitique aux cultures, l'adaptation de la géopolitique aux nouvelles technologies. Personnellement, je suis spécialiste en géopolitique et en gouvernance. Je suis formatrice des experts internationaux en géopolitique et en gouvernance. Donc la géopolitique, c'est les enjeux actuels, le redimensionnement du monde actuel avec la guerre de l'Ukraine. C'est là, il y a avec les BRICS, avec tout ce qui se passe au monde économique. Donc l'Afrique va jouer un rôle très important. Nous devons vraiment se préparer avec des experts internationaux, avec de l'expertise internationale pour faire face aux défis de la nouvelle mondialisation et des nouveaux enjeux de la géopolitique et de la stratégie actuelle. D'accord, donc si on continue dans le même axe, vous avez dit que l'Ordre mondial, vous délivrez des formations en géopolitique, en cybersécurité. Oui. Et quoi d'autre? Les institutions internationales, tout ce qui concerne l'écosystème de l'ONU. Nous formons les experts aussi comment les institutions internationales
font leur stratégie et comment ces stratégies se coordonnent avec l'expertise internationale. Là, nous intervenons en tant qu'experts dans les 17 objectifs de développement durable de l'ONU 2030. C'est-à-dire que nos experts actuellement opèrent dans plusieurs objectifs de développement durable dans leur pays et sur l'échelle mondiale. D'accord. Donc si on va se focaliser un peu plus sur la transformation digitale, la cybersécurité, je sais, c'est pas peut-être votre avis puisque vous êtes spécialiste en géopolitique, oui. Mais en tant que ordre mondial, est-ce que vous avez un apport bien défini ou bien vous allez encore peut-être mettre en place d'autres formations? Vous avez un projet portant sur la transformation digitale, surtout dans tout ce qui est impact économique sur le continent africain? Bien sûr, l'ordre mondial, donc, s'il opère, il opère à travers les formations. D'accord. Parce que nous avons des experts nationaux. Et pour que ces experts internationaux accèdent aux enjeux économiques mondiaux, il faut les former. Donc, les former dans les divers enjeux, donc les former dans l'agriculture numérique, les former comme je vous ai dit, dans la cybersécurité. D'accord. Donc, les former aussi dans tout ce qui peut avoir comme impact dans leur pays, parce qu'ils vont opérer dans leur pays en tant qu'experts nationaux. Donc, il faut les accompagner, les encadrer et les outiller de modèles de formation adéquats avec tout ce qui se passe dans leur pays. Donc, on dirait que nous faisons une formation adéquate à chaque pays. Et concrètement, Madame Moufida, puisqu'il y a peut-être des participants qui seront intéressés à joindre cet ordre mondial, concrètement, oui. Comment y joindre, comment on peut faire pour avoir une relation avec cet ordre? Voilà, donc nous avons un stand ici aujourd'hui dans le colloque FITA 2023. Là, devant vous, j'ai toute une table d'une délégation de différentes nationalités, de différents pays. Donc, ils étaient là et ils sont là jusqu'à la fin de la journée pour donner comment on peut accéder à cette organisation. C'est une organisation de droit suisse. Donc, elle est installée en Suisse. Nous avons 10 instituts à travers le monde. Nous avons une académie. Donc, chaque participant ou bien chaque expert national, il doit avoir un minimum de 5 ans d'expérience. Nous ne prenons pas des amateurs. Donc, il doit avoir vraiment une confirmation de compétences pendant 5 ans dans son domaine. Donc, il peut avoir notre site, nous avons un site, nous avons une plateforme aussi. Donc, il peut nous contacter et déposer sa candidature. Nous faisons l'étude de son dossier. S'il répond aux critères, donc nous le prenons en formation en Suisse. On appelle ça la session d'intégration. Il a une formation avec des participants de très haut niveau, avec des formateurs de très haut niveau, de l'Union européenne, de l'ONU, des institutions internationales. Et après, il sera passé devant un jury et il obtiendra son titre. Il sera un expert international titré. Merci pour ces informations précieuses, Madame Moufida Yazidi. Ma question s'oriente vers un frère, un ami, à qui j'ai beaucoup d'estime, Monsieur Ayman Znaidi, qui est le CEO de Adine Tunisia. Adine, donc c'est lui qui va présenter la boîte et le groupe. Alors, Ayman, en tant que jeune dirigeant, en tant que consultant, dans la transformation digitale, déjà, comment contribuez-vous dans la transformation digitale, que ce soit de la Tunisie ou où vous êtes, et comment voyez-vous le futur de la transformation digitale en Afrique? Marhaba. Tout d'abord, merci Nadia pour cette opportunité. Merci à TABC pour l'organisation et aussi pour l'invitation. D'abord, avant d'aborder la question sur l'impact de la transformation digitale, aussi les enjeux et les défis, je présente moi-même et Adine. Donc, moi, je suis ingénieur de formation et consultant aussi de parcours.
Je travaillais beaucoup dans la transformation digitale, notamment dans le secteur financier. Et on a lancé Atin Group, qui est avant tout un produit tunisien qui est né à Paris. Donc, qui a commencé à Paris en 2015, mais qui est revenu rapidement dans le pays d'origine, en Tunisie et dans le continent d'origine africain, pour se développer en Afrique, mais évidemment continuer le développement en Europe, mais se développer beaucoup en Afrique, commencer en Afrique du Nord, mais on s'est aussi installé à Brazzaville pour se développer dans la région de l'Afrique centrale, notamment les deux Congos et aussi le Gabon. Donc aujourd'hui, Atin Group, elle compte plus de 100 ingénieurs et elle travaille sur des problématiques de transformation digitale sur 4 secteurs principalement, banque, assurance, logistique / transport et aussi government. C'est là où effectivement on fait face à des problématiques de transformation digitale qui sont de l'ordre en fait de l'objectif de ces projets de transformation. On est face à des institutions, face à des organisations qui en fait abordent le projet de transformation digitale comme parfois un fardeau, parce qu'on vient changer l'organisation, on vient changer leur mindset. Et donc on est face à ces défis sur lesquels on doit intervenir d'une façon intelligente pour bien répondre aux besoins de ces structures, mais aussi aux besoins des personnes qui utilisent les projets digitaux, qui sont au final, soit on est face à des citoyens sur des projets government, mais aussi on est face à des utilisateurs quand on parle de sujets financiers ou sujets logistiques. Aussi, il faut rappeler que les objectifs forts du projet de transformation digitale, il y a, par exemple, quand on parle de financiers, par exemple, où on travaille sur un projet national, par exemple en Tunisie, au niveau de l'Artusa, qui est un projet national, plateforme digitale, entre deux différentes compagnies d'assurance. C'est un projet qui va améliorer l'efficacité de gestion des dossiers des clients finaux, mais aussi va augmenter l'inclusion financière. Parce que si on améliore les process, il y aura plus d'adhésion, et donc il y a plus d'inclusion financière sur des secteurs comme l'assurance. Donc il y a aussi un des objectifs importants quand on fait des projets de transformation digitale, c'est aussi la lutte contre la fraude. Et donc ça, c'est un sujet plus sensible parce que les organisations, les administrations, les institutions sont très réfractaires à ce genre de projet. Et donc, il y a une autre façon pour appréhender. Il y a aussi la logique de step by step aussi. Il faut prendre le temps pour faire ces projets-là. Donc, la collaboration, elle est facile ou c'est pas facile du tout? Généralement, les phases de démarrage sont très, très complexes sur ces projets. Il faut faire attention parce que ce sont des projets qui ont aussi forte probabilité d'échec au départ. Donc, oui. La phase de démarrage est très importante. Et moi, ce que je conseille sur ce genre de projet, c'est qu'il faut que la phase change, parce que sur les projets, il y a la conduite de changement. Comment on assiste le client, comment on assiste l'utilisateur, comment on assiste les organisations à intégrer ce projet de transformation digitale dans leur organisation, dans le process et dans aussi leur mindset notamment hiérarchique. Et donc moi ce que on conseille, en tout cas quand on aborde ces projets, c'est qu'on démarre la phase de conduite de changement dès le départ. Il ne faut pas attendre que le projet soit réalisé pour dire « Ah tiens, on va faire une communication sur l'organisation pour que tout le monde y adhère ». Non, c'est trop tard. Donc il faut, dès le départ, avoir identifié les personnes clés ou les personnes sensibles, les organisations sensibles, et travailler sur ces personnes-là pour qu'ils puissent appréhender le projet et l'intégrer dans leur roadmap. Ok, merci beaucoup Ayman Zneidi pour ce témoignage. Je switch avec Monsieur Franklin Lowe from the CEO of Rianda International. Je vais parler en anglais. First of all, I'm really very happy to welcome you in Tunisia. And I said to my colleague, I am so strong to
to convince our CEO to come from Hong Kong to Tunisia, and you are welcome and more than welcome in our country, Tunisia. First of all, as a CEO of an international network, and it is very important to say that Rianda International is the first and the biggest Chinese network. Actually, how the network contribute to succeed the digitalization and the digital transformation, maybe in China, but especially in Africa. Thank you so much, Ms. Nadia, to bring me to here. And thank you so much for TABC to have this opportunity for me to speak a few words for Rianda. And to answer the question from Nadia, I think first of all, I need to explain what is Rianda. And I believe quite a number of gentlemen and ladies in here, maybe this is your first time to hear about Rianda. Just a few words. Rianda is a brand of a very sizable China CPA firm. And we roll out an international accounting network back to the year 2010. In the first year, we have only 7 members, 1 country, 1 member. And up to now, we already have almost close to 60 members. So easily to remember, we have 1/3 of the members in Asia and 1/3 member in the MEA, and also 1/3 the remaining members in Europe. Rianda is a genuine professional network. What that means? Professional network need to be audit, tax, and advisory. And in the most recent year, Rianda put a lot of efforts to recruit advisory experts. And I explained Rianda originates from China. Therefore, we have a high concentration of experts from China. Totally, the network, we have 5,000 people, and we have half of them in China, from China, I would say. In terms of advisory, we're recruiting PhD, master degree expert in the ESG, in AI, agricultural, and IT, and biotech as well. So this is the features of Rianda. And well, I'm talking about Far East. And how about our expert teams in Africa? As I explained, we have 1/3. And thanks to Nadia, and in the most recent year, our Far East team start to connect with the expert team in Africa, and certainly in other areas like the Middle East and also Europe. So how Rianda can work together to do something that contributory on the digitalization? I would say, because as I explained, we have a vast teams of experts from China, and all of you know, China have learned the hard way how to convert the country from a farming, basically on farming, into now they have processed a lot of state-of-the-art digitalization. So I believe our expert in this area can tell you some of our experience, so that may provide a shortcut to those countries that they start to think about digitalization. And for our expert teams in Africa, I do believe they can grasp on the government policy, and certainly the latest development. And so then with Rianda being an accelerator, a moderator, to bring the business B2C and G2B. Hopefully we can do it. Thank you. And how really you can support the digital transformation, actually? Okay. Digital transformation, in our interpretation, transformation is something is going to change. I believe the first change, I listened to the expert today, the panel.
I understand the transformation in terms of the government policy could be primarily important. And the second transformation certainly is on the infrastructure, including electronically and also on the road constructions and the traffic transformations. And thirdly, I think the transformation should be on the human capital. I refer to a research that I read before. Is about a research from the World Bank saying that every 10% of people using digital, using their mobile, and can increase every year the GDP by 1.38%. So I'm thinking, transforming in terms of the human capital. So more people, they're going to use the mobile, no matter on the mobile payments, and no matter on the increase of educations. But I will say, as some people else say in the rural areas, they use the mobile is just to perform more purchase as a consumer, so that how they can become transformed into a producer. This is one thing that we have to think. Yeah, interesting how to come to be a producer, not just a consumer. Thank you very much, Frank Lamlo, CEO of Rand International. And I switch with our great Mr. Norman Ferry. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Alors, on va abuser un peu pour avoir plus d'informations et de retours d'expérience vu votre background, si Norman. Je commence par une question toute simple. C'est quoi la différence entre le secteur de la transformation, comment on voit la transformation digitale de l'intérieur du gouvernement et de l'angle du secteur privé? Déjà, commençons par ça. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour les mots gentils. Écoutez, je vais peut-être me permettre de vous dire qu'est-ce que je fais et ça illumine un peu la réponse. D'accord. En ce moment, j'ai un fonds d'investissement. On va investir dans 20 startups qui ont leurs propres technologies et on va les internationaliser. Et qui dit sur les 4 ans prochains, on va mettre 10 millions d'euros dans 20 startups. Ces startups doivent avoir leur propre technologie et l'objectif c'est de les internationaliser dans les marchés prometteurs. Et évidemment, l'Afrique est un marché extrêmement prometteur. Avant ça, d'où votre question, j'ai eu la chance de faire partie du gouvernement et d'avoir lancé une réflexion qui est devenue une loi, qui est la loi Startup Act, que vous connaissez. Peut-être il faut mentionner, sinon même, que la Tunisie était parmi les premiers pays dans le continent à publier cette loi, la fameuse loi Startup Act. Et juste pour l'information de ceux qui ne savent pas, en fait, nous sommes un pays qui parle l'arabe. Et généralement, nos lois sont des lois arabes. Et c'est une première que le législateur tunisien a gardé le nom Startup sur la loi, même dans la traduction en arabe. Un message pour dire qu'on va se moderniser, qu'on va accepter, qu'on est flexible et qu'on est porteur de ces startups-là. Voilà. Ouais, merci. Et donc, quand on a lancé ça, c'est exactement dans cette attitude. Et avant ça, j'avais passé plusieurs années dans le domaine du digital, mais dans le secteur privé. Donc, je pourrais peut-être partager avec vous mon expérience en réponse à cette question, comment on le voit de l'intérieur. Écoutez, venant du secteur privé et arrivant, j'étais à l'étranger, arrivant en Tunisie, vous vous rendez, et c'est exactement le même constat un peu partout en Afrique et partout un peu peut-être dans le monde, pas maintenant, anymore. C'est que vous voyez des jeunes du 21e siècle
très globaux, très innovateurs, très génération du XXIe siècle, des dirigeants qui réfléchissent de la manière du XXe siècle et des fois des lois du XIXe. Donc il y a un vrai gap entre les protecteurs de la loi qui sont l'administration, parce que l'administration, son rôle, c'est l'État, c'est appliquer la loi. Mais les lois sont du XXe siècle. C'est pour ça que nous avons essayé de transformer le pays. On a vu que c'était compliqué de le faire de l'intérieur, donc on a créé un autre monde, le monde des startups. Et c'est là où on réalise aujourd'hui, et ce constat il peut être le même dans plusieurs pays africains, il y a le monde de l'économie assujetté à des licences, à la Banque centrale, aux subventions des matières, au lieu de subvenir les gens qui en ont besoin, on subventionne les matières, etc. C'est une économie qui peine à être agile et à se développer. Il y a la deuxième économie qui est l'économie informelle, dans laquelle les choses se passent, mais ce n'est pas une économie sustainable. Et il y a cette nouvelle économie, l'économie de l'innovation et des startups qui essaient d'une part d'intégrer l'économie informelle dans le formel, mais aussi d'essayer de moderniser l'administration. Alors, quand tu es du côté du gouvernement, comme ou presque para-gouvernement, comme notre ami et frère Dominique Lé, il faut que il y a deux choses. Si la transformation digitale n'est pas l'une des top 5 priorités du chef de l'État, oubliez. Okay? Il faut absolument qu'elle soit dans les priorités. Moi, je serais plus exigeante pour dire parmi les top 3. Donc, il faudrait... Et ça, c'est important parce que c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement très lourd, c'est un mouvement de transformation. Tu as parlé tout à l'heure de la résistance au changement, etc. Ça, numéro 1. Numéro 2, si il n'y a pas une entité, et d'ailleurs je suis content qu'au RDC, un pays que je connais assez bien, et je salue les efforts qui sont en train d'être faits, et j'espère que les mêmes dirigeants restent après les élections, parce que vous êtes partis sur une belle pente. Le deuxième, c'est que le budget, le nerf de la guerre, il doit être géré par une seule entité. Parce que sinon, on va avoir des îlots. Et la transformation digitale ne se fait pas aussi rapidement. Parce que, in fine, c'est quoi le rôle du gouvernement? Le rôle du gouvernement, c'est d'être serviteur de ses citoyens. Donc tout ce qui est service, il faut que ça soit digital, efficace, sans papier, etc. Et transparent, etc. Donc le e-gov doit y être. C'est une composante importante. La deuxième tâche très importante, c'est l'inclusion de tout le monde. Et l'inclusion digitale, l'inclusion financière, et on a entendu que ça fait partie de vos priorités. Et je pense que ces deux actions-là ne peuvent se faire que si, le chef du gouvernement appelle la personne en charge une fois tous les mois, et ça se passe chez vous, je le sais. Et la deuxième chose, qui n'est pas encore chez vous, mais j'adorerais que ça se fasse pour que vous allez très vite, c'est que les budgets soient gérés, ces budgets de l'État soient gérés d'une seule entité pour qu'il n'y ait pas de duplication et de perte de temps. Ça, en ce qui concerne le gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne l'économie réelle, l'économie à l'intérieur, honnêtement, il n'y a pas... Aujourd'hui, on a suffisamment on commence à avoir des interactions panafricaines. Et tout le monde est conscient que personne ne peut venir en porteur de technologie, en porteur d'expertise providentielle. Et surtout aussi, j'ajoute, sinon on mène la notion de modèle.
modèle. Chacun il dit mon modèle. Voilà, d'échange d'expérience. Chacun a son modèle et l'expérience tunisienne peut être utile dans ce truc-là, mais elle peut ne pas être utile du tout dans ce truc-là. Et cet échange, ce partage d'expérience, et vice-versa, on a énormément à apprendre. Je vais vous donner un exemple très concret, très basique. La Mauritanie. Aujourd'hui, la Tunisie, technologiquement, elle est assez avancée par rapport à la Mauritanie. Mais à la Mauritanie, quand vous avez une carte de crédit, votre carte de crédit est automatiquement internationale, vous pouvez l'utiliser n'importe où dans le monde, même si vous êtes étudiant. Un Tunisien qui emploie 10 000 personnes et qui est résident de la Tunisie n'a pas cette opportunité. Vous voyez, il faut apprendre de chacun. Et d'où ce genre de format et de rencontres et les JVs, les joint ventures qui sont en train de créer, sont une richesse énorme pour le développement de l'Afrique. Sans parler que ça se fait aussi par l'introduction des nouvelles technologies, et je finis là. Par exemple, dans l'inclusion financière, l'inclusion digitale et financière, on en a parlé un peu. Il y a une start-up panafricaine qu'aujourd'hui qui te ramène des téléphones qui peuvent, des téléphones 4G à $10 ou $20. Pas parce qu'elle fabrique, non, l'operating system est fait spécifiquement pour l'écosystème créé. C'est fait que tout le monde peut avoir des téléphones à $10 ou $20 et faire tout ce qu'ils ont envie de faire, mais bien sûr, ils ne vont pas, they will not compete avec des téléphones qui coûtent des milliers de dollars, mais pour l'inclusion financière, c'est quelque chose d'une importance capitale en Afrique. Voilà, j'arrête là, sinon je vais continuer. Sinon, d'après vous, comment voyez-vous l'avenir du digital en Afrique? $1 billion question. Faisant partie du groupe des business angels et des investisseurs, je pense honnêtement qu'il y a un vrai leapfrogging, un saut de grenouille qu'on est en train de faire sur certains sujets où on peut, vu notre spécificité, aujourd'hui il y a des deep tech, mais locales en Afrique, des technologies très développées, très poussées, mais elles sont émanant d'un besoin des pays africains, etc. Et elles commencent à s'exporter à l'international. Et là, si je vois les fonds d'investissement, ils sont en train de doubler d'une année à une autre. Il n'était même pas 100 millions de dollars il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils ont dépassé les 2 billion dollars dans les startups early stage. Et ça me remplit d'espoir parce que c'est eux qui vont nous transformer, ramener le nouveau monde. Tout à fait. Déjà, quand on voit le mobile money en Afrique, on comprend bien aujourd'hui, à titre d'exemple, en Guinée-Conakry, Orange, elle est devenue une banque. Donc aujourd'hui, même avec la transformation digitale, la vocation, même des sociétés de télécommunications qui sont devenues des banques, on comprend l'ampleur. Et peut-être une remarque, la transformation digitale nous permet d'être plus humbles parce que actuellement, un pays qui va dire « moi je suis digital, j'utilise une telle technologie, je maîtrise » et un mois après, tu vas trouver un autre pays qui est en train d'utiliser une technologie plus poussée, plus avancée. Donc ça nous rend un peu plus matures et humbles pour dire « voilà, on fait ça, mais… » on peut encore avancer, évoluer. Merci beaucoup, Sinan. J'ouvre donc le panel à l'audience s'il y a des questions. Oui. Je vois Brahim juste devant moi. J'ai besoin qu'il ait fait un témoignage aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut leur donner le micro, s'il vous plaît ? Ou bien vous venez prendre le micro de chez moi. Voilà, c'est mieux. Donc, bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais me présenter Loïc Oyono de l'incubateur Koufania. Il s'agit d'un incubateur pour entrepreneurs internationaux en Tunisie.
Je vais m'asseoir parce que j'ai pris quelques notes. Premièrement, je suis ravi de me retrouver devant le Congo aujourd'hui, la RDC. Monsieur le directeur, franchement, c'est très intéressant de savoir que chez vous, ou plutôt chez nous, la digitalisation passe par le gouvernement. Et justement, avec le ministère, j'ai eu la chance justement de m'entretenir avec le ministre au Maroc il y a peu, lors du GITEX, qui disait justement, peut-être pour compléter ce que vous étiez en train de dire, que la digitalisation, l'Afrique n'a pas le droit de la rater. Mais là, ma question, elle est simple en fait. Où est la place justement de la confiance? Et quand je parle de confiance, je parle des startups. Parce que majoritairement, on se retourne vers les entreprises bien fondées. Alors qu'ici, peut-être pour atteindre cette croissance, en fait, il faut faire confiance aux startups, qu'il y ait une certaine innovation. Et là, je prêche peut-être pour ma paroisse parce que je suis, comme je disais, directeur adjoint d'un incubateur qui aide les startups tunisiennes, pour le coup, à s'internationaliser vers les marchés d'Afrique francophone. Et là, peut-être, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est M. Nourmen. Ce qui se passe actuellement, vous avez parlé de 20 startups que vous financez. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui en Afrique, majoritairement, que l'argent s'en va, voilà, majoritairement pour des entreprises et pas réellement pour les startups? Parce que vous avez dit là on a triplé ou quadruplé le montant, mais est-ce qu'au final, il y a des réelles avancées? Ce sont mes deux questions. Merci. Merci pour ces questions. Alors, je vais peut-être avoir un petit accent personnel. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le secteur privé. Ça fait 30 ans. Et ma première fonction politique, je l'ai occupée en 2019 à l'arrivée du président Tshisekedi, que j'avais eu l'occasion de rencontrer un mois avant qu'il forme son cabinet. Et je lui avais simplement parlé de l'importance du numérique. Sans doute que j'avais utilisé les bons mots. Et ce fait que moi, je fais partie de la diaspora. J'ai évolué en Europe pendant près de 40 ans. Je suis rentré il y a une dizaine d'années au Congo. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce qu'en fait, moi, j'ai appris à la télévision que j'étais nommé conseiller spécial en charge du numérique. Et moi-même, je n'avais jamais imaginé qu'un président nouvellement élu porte le numérique au niveau d'un conseil spécial. Jusque-là, au Congo, vous le savez, c'était la sécurité et puis, évidemment, malheureusement, les violences faites aux femmes. C'était les deux secteurs qui avaient ce privilège d'avoir cette élévation au niveau du chef de l'État. Donc il a ramené le numérique à ce niveau-là, et c'est un écho à ce que vous avez dit, effectivement, pour réussir cette transformation numérique, il faut que politiquement, ça soit une priorité. Donc ça l'est pour le président Tshisekedi. Et une des premières choses qu'il m'a demandé de faire au-delà du plan, c'était de regarder au niveau de la jeunesse congolaise et de l'écosystème des startups. Et c'est très drôle parce que la première chose qu'on a faite, c'est étudier le Startup Act de la Tunisie. Donc je suis vraiment très honoré d'être à côté du père du Startup Act de la Tunisie parce que nous l'avons étudié. Et je me souviens, il y avait une disposition que j'avais beaucoup appréciée. C'est une disposition qui, en fait, permet à un salarié d'une entreprise de quitter, je parle sous votre contrôle, son entreprise pendant 1 an. Parce que bien souvent, les idées, elles naissent au sein de l'entreprise. Parce qu'on identifie un problème au sein de l'entreprise. Parfois, c'est une grosse entreprise avec une certaine lourdeur. Et on se dit que moi, je pourrais trouver une solution très agile à ce problème. Et on peut quitter l'entreprise, tester l'idée, se lancer. Et si ça ne marche pas, on peut réintégrer l'entreprise dans les mêmes conditions et poursuivre sa carrière. J'avais trouvé cette idée très intéressante. Et aujourd'hui, pour répondre maintenant à votre question, il y a l'équivalent du Startup Act en RDC. Donc c'est une loi qui a été portée par le ministre des PME. Alors ça ne s'appelle pas Startup Act, donc c'est la loi sur l'entrepreneuriat. Alors c'est une loi générique, générale, mais il y a tout un volet, tout un chapitre concernant les startups congolaises, avec bien évidemment tous les dispositifs sur les aides fiscales dans les premières années, etc. etc. Là où vous avez raison, c'est que le bas blesse au niveau du financement. Et ça, c'est une question pour moi de maturité, mais ça ne concerne que certains pays d'Afrique. Parce que si vous regardez le Nigeria, par exemple, ils lèvent plus d'1 milliard, les startups nigérianes lèvent plus d'1 milliard de dollars par an.
Donc, c'est d'autres réalités et il faut peut-être que nous puissions nous inspirer de ces pays. Et évidemment, derrière, c'est la question de la confiance. Et derrière la question de la confiance, il y a un aspect, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'innovation. Mais de quelle innovation parle-t-on? Parce que bien souvent, lorsqu'on voit les startups, en tout cas pour la RDC et certains pays d'Afrique subsaharienne, on est encore dans une logique de mimétisme. On reproduit des concepts qui existent déjà. Et ce n'est pas forcément ce qui est attendu des investisseurs. L'investisseur a besoin de la véritable innovation. Et vous avez noté que ce que vous exigez des startups, c'est des startups qui disposent de leur propre technologie. Ça veut dire que c'est réellement de l'innovation. Donc, c'est un débat que nous avons souvent avec vous, les start-upers. Il y a du côté des décideurs un travail à faire. Il y a du côté des start-upers un travail à faire aussi en termes d'élévation par rapport évidemment aux aspects d'innovation et de plus-value à apporter au marché. Et puis évidemment, il y a les aspects de bancabilité, ça veut dire qu'il faut évidemment des produits qui trouvent un marché, qui trouvent des clients et des espaces pour pouvoir être commercialisés. Donc les efforts sont faits par les politiques, là je parle évidemment pour la République démocratique du Congo, au plus haut niveau de l'État. Nous essayons de les accompagner. Il y a aujourd'hui le FOGEC, donc le fonds de garantie qui est doté de 100 millions de dollars, je dis bien 100 millions de dollars en République démocratique du Congo, mais malheureusement, on se rend compte que les startups congolaises n'arrivent pas finalement à lever cet argent parce qu'il faut répondre à un certain nombre de critères, bien évidemment sur le plan à tous les niveaux, hein, donc au niveau de la façon de se structurer. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est pris en compte par le gouvernement en termes d'accompagnement. Et il y a des structures qui aujourd'hui accompagnent les startups. À partir du mois de janvier, vous le savez, à Kinshasa, il va y avoir l'ouverture d'un grand centre, d'un grand incubateur de plus de 7000 m², le plus grand d'Afrique centrale, toujours sous l'impulsion du chef de l'État, même s'il est porté par un privé. Et ça sera vraiment là aussi un lieu pour les start-upers pour trouver et de l'accompagnement et du financement. Donc les choses avancent, sans doute pas assez vite, mais les choses avancent pour ce qui concerne l'accompagnement des startups en République démocratique du Congo. Merci. Non. Je vais revenir sur lui. Si je lui dis qu'actuellement, j'ai la possibilité de venir avec 3 startups tunisiennes justement pour répondre à vos doléances concernant ce financement. Je vais me permettre de répondre parce qu'elle est ce que vous venez de dire, il est implicite dans votre première question de financement. D'abord, je vous remercie de vos mots gentils, mais je n'étais que l'initiateur de Startup Act. C'est un travail vraiment de groupe où la société civile, les gens comme vous-même, les incubateurs, etc., ont fait. Et la loi qui a été créée, moi j'avais, mes expectations étaient là, la loi qui a été créée était largement au-dessus grâce à des interventions de gens comme vous-même. Alors, pour l'investissement, et l'investissement dans les startups, il y a beaucoup d'investissements, il n'y a pas assez d'investissements dans les startups. Oui, c'est un constat. Maintenant, il y a différents types d'investissements. Il y a l'investissement dans l'innovation pure, qui est là où mon fonds est en train d'investir. Il y a l'investissement dans l'innovation locale qui fait du mimétisme, mais ce n'est pas, elle optimise le marché local. Il y a l'investissement dans les sociétés de services et il y a l'investissement dans les usines, etc. Alors revenons aux startups. Le chemin du start-upper, il ne faut pas brûler les étapes. Il a besoin d'une dizaine de milliers de dinars, dollars, whatever, pour essayer son idée et montrer que quelque chose peut fonctionner. Ensuite, il a besoin d'une sorte de centaines de milliers de dollars, euros, dinars, pour acquérir une base de clientèle. Après, il a besoin de millions pour aller devenir un champion national, dizaines de millions un champion régional et centaines de millions pour devenir un champion global. Ce chemin-là, c'est le même chemin partout, dans toutes les startups, partout dans le monde. Et le chemin et le passage de l'étage 1 du rez-de-chaussée, dizaines de milliers à centaines de milliers,
il a besoin de deux choses. Un temps de maturation de la start-up. Donc 1 année à 2 ans pour que la solution soit mature. Parce qu'il n'y a pas que la solution, il y a tout ce qu'il y a autour, la delivery. Comment tu vas délivrer, quelles sont les garanties que tu vas pouvoir délivrer. Et donc, chaque étage, pour monter l'étage, il faut 1 année à 1 année et demie. Mais il faut des fonds spécialisés qui t'encouragent. Si aujourd'hui, une start-up qui est à l'étage 1, qui a besoin d'une dizaine de milliers, de quelques dizaines de milliers d'euros, et j'investis avec elle 1 million d'euros, je la tue. Je perds mon argent et je la tue parce qu'elle ne saurait pas le faire. Et donc, c'est la même logique que il faudrait... on a essayé, je reviens sur la question, j'applique la même logique pour les startups qui résolvent un problème en RDC, en Tunisie, en ailleurs. Les startups ont des idées innovantes, je parle des early stage, des idées innovantes, etc., mais ils n'ont pas la capacité de délivrer. Il y a les acquérir hier à travers le temps. Nous avons mis dans nos lois, et voici un grand représentant de l'UTICA, que 20% des marchés publics doivent être donnés aux startups. Mais ils ne savent pas délivrer encore, ils n'ont pas la maturité. Donc un truc beaucoup plus intéressant serait une association d'une société qui sait délivrer, qui a des process, qui sait si je vous parle de process de disaster recovery pour ce que vous faites, vous savez peut-être même pas ce que c'est, ou vous savez pas comment faire. Donc il faut l'association d'une start-up avec une entreprise qui pourrait répondre aux besoins des gouvernements. Ça, c'est le premier point. Et ça, il faut que les gouvernements exigent des suppliers d'avoir des startups chez eux, pas d'acheter directement des startups. La deuxième raison, c'est que si vous êtes early stage et vous vendez votre solution au gouvernement, vous allez à la faillite directe. Parce que pour vendre au gouvernement, il faut le cycle de vente, c'est 1 année à 2 ans. Le cycle de delivery, si c'est un projet de 6 mois, va être 6 mois, mais avec la signature machin, c'est encore 1 année. Et bien sûr, vous allez être payé, si vous êtes payé, l'année prochaine. Donc c'est 4 ans où vous allez fournir l'effort et vous n'allez pas avoir un seul dollar. C'est pour ça que les startups early stage, je le conseille vivement d'oublier que le gouvernement est votre client. Non, votre client, c'est ceux qui travaillent déjà avec le client, avec le gouvernement, à qui vous pouvez apporter des solutions innovatrices qu'ils peuvent l'inclure dans leur offre au client, qui est le client final, qui sera, rassuré de la delivery et assuré de l'innovation. Je suis désolé si j'étais assez long, mais c'est un truc super important. Tu peux encore échanger avec eux une fois on finit. Je précise juste en fait qu'on n'est pas en early stage, c'est juste pour répondre à votre question. On s'en va avec des startups matures, ça c'est pour nous en fait. Alors, une deuxième question. S'il te plaît, est-ce que tu peux donner le micro? Diane, merci. Bonjour, Christiane Patrick, ingénieure en mécatronique. On parle de transformation numérique, mais moi, en tant que jeune ingénieur, j'aimerais savoir quelles sont les compétences essentielles que les jeunes Africains devraient développer pour participer activement à cette transformation et assurer un développement durable. Ça, c'est pour la première question. Et par la suite, j'aurai une question qui s'oriente particulièrement à M. Dominique. J'aimerais savoir quelles sont les mesures prises pour garantir que la transformation numérique en RDC profitera à toutes les couches de la population, y compris les populations rurales et défavorisées. Merci. Si tu peux répéter, s'il te plaît, Christelle. Christiane. Les deux questions. On n'entend pas bien. Si tu peux te rapprocher un peu. Je vais parler plus fort. Là, vous m'entendez? Voilà. D'accord. Je disais, en tant que jeune ingénieur, moi, je me pose la question de savoir quelles sont les compétences essentielles que les jeunes Africains devraient développer pour participer activement
à la transformation numérique et assurer un développement durable? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, elle s'adressait à M. Dominique. Je demandais quelles sont les mesures prises pour garantir que la transformation numérique ou digitale en RDC profitera à toutes les couches de la société, y compris les communautés rurales et défavorisées. Merci. Sinon, on met une première question. Ouais, vas-y. Ouais. Donc, la première question, c'est par rapport aux compétences requises. Donc, la première compétence, c'est avoir l'envie de travailler sur des projets innovants, être intéressé par l'innovation. Et deux, effectivement, la réponse, j'ai bien apprécié la réponse de M. Norman, c'est par rapport à la delivery. La transformation digitale, c'est vrai, c'est les idées, mais aussi l'organisation nécessaire pour délivrer, indépendant de la nature du projet, indépendant de l'idée. Donc c'est très important d'avoir des skills d'organisation pour pouvoir entrer dans des process delivery qui permet d'assurer la montée en compétences et donc évoluer dans la carrière d'ingénieur en transformation numérique. Alors, sur la deuxième question, je voudrais revenir sur la traduction de la vision du président de la République dans cette fameuse phrase où il dit qu'il veut faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Donc si on fait un peu d'exégèse, numérique congolais, ça c'est la dimension congolaise, c'est la dimension du local content, comme la Tunisie l'a fait en encourageant ses entrepreneurs dans le secteur. Bien, la RDC encourage l'écosystème congolais. Alors quand on parle d'intégration, c'est parce qu'on est un grand pays et que le numérique, évidemment, c'est un levier pour permettre aux différentes régions de plus facilement interagir, échanger. Vous savez qu'aujourd'hui, on vient d'un environnement papier. Lorsqu'on envoie une correspondance de Kinshasa jusque dans les provinces les plus reculées, il peut se passer 3 mois avant que finalement on reçoive la réponse. Donc aujourd'hui, avec le numérique, le but c'est de renforcer cette intégration. Ensuite, on a un élément important, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça a été dit tout à l'heure, ça a été abordé. Il faut savoir de quoi on parle. Lorsqu'on parle de bonne gouvernance, c'est le numérique au service de la lutte contre la fraude et la corruption. En République démocratique du Congo, c'est un vrai problème et c'est la meilleure façon d'aider la population dans l'arrière-pays, eh bien, c'est de faire en sorte que l'argent soit mieux canalisé et qu'on lutte réellement contre la fraude pour mettre en place des grands programmes comme la gratuité de l'enseignement, dont vous avez entendu parler, la gratuité demain des soins de santé. On a commencé par, bien sûr, la femme dans le cadre de l'accouchement et des soins des nouveau-nés, la prise en charge des nouveau-nés, toujours dans le cadre de la gratuité. Et ça a pu se faire grâce à la lutte contre la fraude et les milliards de dollars qu'on a pu aujourd'hui sauver grâce, entre autres, au numérique. Pour votre information, la RDC, qui est un pays de 100 millions d'habitants, qui a un budget qui est très faible. Quand on est arrivé en 2019, le budget était de 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards de dollars. Nous l'avons multiplié par 3, notamment grâce au numérique. Donc ça, c'est finalement la mesure concrète et structurelle pour aider évidemment à lutter contre cela. Et enfin, la dernière brique de cette phrase, c'est le progrès social. Et là, évidemment, on parle de l'inclusion. Alors, sur le plan du numérique, je vais vous donner un exemple. Depuis 2002, nous avons eu une loi sur les télécommunications et comme partout dans le monde, l'UIT, donc l'Union internationale des télécommunications, a encouragé les États à mettre en place des fonds de services universels parce que ce sont les privés qui ont principalement déployé les réseaux GSM à travers le monde et la logique des privés a prévalu et a fait en sorte que les privés se sont préoccupés principalement des villes et des zones périurbaines qui étaient les plus rentables, délaissant les villes, plutôt les villages et les zones reculées. En République démocratique du Congo, cette loi existe depuis 2002 et 3% des revenus des opérateurs télécoms est prévu pour alimenter ce fonds et déployer des antennes et de la connectivité dans les villages. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir, cet argent n'avait jamais servi à cela. On s'est rendu compte que les 3% étaient reversés au Trésor, et ce depuis une dizaine d'années. Auparavant, l'argent était carrément détourné. On parle aujourd'hui de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires du secteur par an. Donc c'est à peu près 60 millions de dollars par an qui a échappé au Trésor public.
il faut tenir compte de la croissance évidemment des chiffres d'affaires, mais c'est quand même plus d'un demi-milliard de dollars qui a échappé au secteur depuis 20 ans. Le président de la République a dit qu'il faut mettre un terme à cela parce que cet argent doit maintenant servir à ce qu'on mette en place des programmes pour aller mettre dans les villages des antennes, et non plus seulement pour la connectivité téléphonie, mais aussi pour lutter contre la fracture numérique avec des équipements, de la formation et aussi des usages adaptés à ces populations, à savoir par exemple les informations sur la pluviométrie, la façon d'optimiser les récoltes, etc., puisque ce sont des populations qui vivent principalement de l'agriculture. Donc tout ça pour vous dire que le président de la République fait des choses concrètes, indirectement à travers la lutte acharnée contre la fraude à travers le numérique pour une meilleure redistribution et à travers des actions directes comme notamment l'effectivité du mécanisme du FSU pour les zones reculées et les populations qui vivent dans ces zones reculées. Merci Dominique. Il y a une question. Oui. Bonsoir tout le monde. Monsieur Gliss, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je vais parler en français pour simplifier les choses. Je suis start-up entrepreneur en France. Je suis tunisien, franco-tunisien. J'ai deux questions. En premier temps, vous parlez de digital et tout ça, et de la modernisation et tout ce qui ramène pour l'économie africaine. Moi, je parle en général pour l'Afrique. Je suis d'accord avec vous. Je suis très content de tout ce que vous faites. Mais est-ce que la plateforme, la structure de l'Afrique, elle est ouverte l'une à l'autre? Est-ce qu'il y a des réglementations de détaxation entre les pays? Est-ce que l'infrastructure entre la Tunisie, l'Algérie, le Tchad et tout ça, est-ce que l'infrastructure, elle aide les entrepreneurs à y aller et à vendre là-bas et à marchandiser leur truc? Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut les régler en premier temps, à mon avis personnel et avec mon expérience, c'est régler les structures, l'infrastructure pour qu'on puisse arriver au digital et faire tourner l'économie, et surtout dans la zone SELEC, qu'on parle en 2050, on sera 2,5 millions, le plus grand marché au monde. Donc vous parlez de digital, mais nous on est là. Pourquoi on ne règle pas les structures, l'infrastructure, beaucoup de choses qui sont très très délicates pour améliorer le marché africain? C'est mon point de vue et c'est une petite question. Merci. Merci beaucoup. Diane, s'il te plaît, il y a une question ici. Donc, moi j'ajoute à ce que tu viens de te dire, il y a certains pays qui sont très avancés sur les infrastructures. Donc l'idée c'est de mesurer la maturité digitale des pays et croyez-moi vous allez être surpris du niveau de maturité de certains pays qui est très très avancé là. Donc il ne faut pas voir les choses vraiment de manière superficielle et aller vraiment en profondeur. Je partage avec vous un simple exemple. Depuis 2020, on a travaillé avec la présidence du Bénin pour mettre en place l'écosystème autour de la PKI, Public Key Infrastructure. Ça veut dire les services, les Digital Trust Services, donc les services de confiance et plus particulièrement la signature électronique. Et les études présidentielles, généralement, ils demandent beaucoup l'étude en profondeur de ce qu'on appelle l'outil benchmarking. Dites-nous qu'est-ce qui est en train d'être fait dans d'autres pays du continent, de l'Europe, les États-Unis, la Corée, etc. Et on se rend compte que la Tunisie était parmi les premiers pays au monde qui a reconnu que la signature manuscrite équivaut à la signature électronique. En 2017, le Bénin lance le code du numérique. En 2023, ceux qui sont au Bénin, qui font la signature électronique,
Il faut se souvenir de moi et de toute l'équipe avec qui j'ai travaillé. C'est nous qui avons mis en place ça. Et aujourd'hui, la Tunisie, en 2023, qui a fait une loi en 2002, nous sommes encore dans les municipalités, au tarif Belamda, etc. Donc, sincèrement, partir de certaines idées, c'est important pour comprendre, mais aller au-delà de ça en profondeur pour comprendre mieux les écosystèmes, ça va vous permettre de comprendre qu'il y a certains pays vraiment sur le plan digital qui sont en train d'avancer à pas géant, que ce soit en infrastructure, que ce soit en application, e-gov, etc., même en inclusion. Je voulais vous applaudir d'être profondément, je dirais, africaine, dans le sens où il n'y a pas un pays leader en tout. Il y a des expériences réussies dans certains pays, moins réussies d'autres, et l'idéal serait de savoir bien les partager. C'est pour cela que j'ai parlé de l'humilité. Le digital t'apprend à être humble, parce que tu crois que tu as vraiment réussi une étape ou une technologie, alors que déjà, tu travailles sur quelque chose, il y a de nouvelles choses qui apparaissent déjà. Je voudrais quand même compléter, parce que à travers la question, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y avait peut-être, alors sur le plan individuel des pays, vous avez parfaitement raison, et la Tunisie c'est un très bel exemple, mais peut-être que sur le plan de l'intégration continentale, parce qu'il y a des structures continentales comme l'Union africaine, je partage un peu l'avis de l'intervenant, c'est qu'on est moins bon, par exemple, que l'Union européenne, qui a bien compris que certains aspects en termes de digital, pour défendre les intérêts des consommateurs européens, et bien ça passait par cette Union européenne, et ils ont pu créer un rapport de force, notamment par rapport aux GAFAM, on en a parlé, et par rapport évidemment aux aspects d'infrastructure, etc., le roaming, etc. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Afrique peut mieux faire, et l'Union africaine a vraiment du retard, à part évidemment la question sur la cybersécurité, le protocole de Malabo. Il n'y a pas grand-chose qui se fait, alors que finalement, on le sait, ensemble, on est plus fort et on devrait pouvoir créer ce rapport de force, notamment par rapport aux GAFAM, comme les Européens l'ont fait, et par rapport notamment aux aspects de protection des données à caractère personnel. Et toutes ces questions qui finalement sont transversales, concernent tous les pays et qui sont malheureusement aujourd'hui abordées de manière individuelle. Merci Dominique. Monsieur, vous avez une question? Vas-y. Je suis Ben Ali Khalid, je suis expert international en économie et en protection sociale. Je partage avec vous un petit partage sur toutes les évaluations de la question de la transformation digitale que j'ai pu mener jusqu'à présent. Je me suis posé deux questions. Est-ce qu'il s'agit d'un effort sectoriel des opérateurs privés ou d'une politique publique? Parce que quand on parle de transformation digitale, ce n'est pas l'apanage d'un secteur, mais c'est toute une nation. Et quand on dit transformation digitale, on était dans une situation donnée, on passe à une autre situation qu'on espère meilleure, et donc logiquement ça nécessite un accompagnement de changement. Première question, de ce fait-là, est-ce que tous les pays aujourd'hui réfléchissent à mettre en place un e-digital du pays? Quand est-ce que la digitalisation et la numérisation seraient un plan pour tout le pays? C'est-à-dire, il est acceptable, il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'une région soit dotée d'opérateurs télécoms, d'Internet, et que d'autres régions n'en profitent pas. Deuxième question, lors des participations sur certains séminaires ou de conférences, notamment un Smart Casa, sur les villes intelligentes nouvelles. Oui, les Smart Cities. Les Smart Cities. C'est une nouvelle politique, Voilà. On entend parler un peu partout en Afrique actuellement. Et j'ai pris part au panel de la télémédecine en tant qu'économiste, sachant bien, maintenant je réponds aux amis qui ont des startups, que la DGI en elle-même, c'est un accès aux citoyens à certaines prestations, mais en parallèle, c'est un nouveau marché de commande où les opérateurs privés doivent faire beaucoup de choses. C'est le nouveau marché.
Parce que, in fine, vous avez le technique, vous avez la numérisation, vous avez tout. Mais elle va opérer dans quel contexte? C'est le marché, le citoyen, l'entreprise. L'approche marketing, besoin, le produit est une réponse à un besoin, elle est là. Vous l'avez dit vous-même, lorsque vous avez accompagné au Bénin, vous êtes un opérateur privé. On a recouru à vous pour faire cette transformation. Et là, justement, je dis que c'est un nouveau marché public, une nouvelle commande publique. Troisième élément, il y a ce qu'on appelle l'économie d'argent, c'est-à-dire c'est les nouveaux services qui seront adressés aux personnes âgées de 60 ans et plus. Sachez bien que cette économie présente des services où le numérique est vraiment serait présent. Donc, techniquement, j'adresse la question à ma confrère Moufida. Est-ce qu'elle partage toujours avec moi le principe qu'on avait, c'est qu'il faut des préalables et des conditions pour réussir la digitalisation? Merci Moufida. Merci. Certainement, mon confrère, la digitalisation, vous avez dit comment on est passé, c'est-à-dire pour transformer, il faut passer d'une étape à une autre. Donc, si vous voulez bien, on va se souvenir de la pandémie de la Covid. Parmi les facteurs qui ont amplifié l'importance de cette transformation, la pandémie du Covid-19. Donc, le télétravail, l'éducation en ligne, la télémédecine, la montée des puissances des plateformes de streaming. Donc, on a vu comment on a travaillé en tant qu'expert international. On n'a pas arrêté de travailler, on n'a pas arrêté de former avec les plateformes. La création des plateformes, la vidéoconférence, donc en ligne, tout ça nous a permis vraiment de continuer. C'est une nouvelle dimension de la transformation digitale. Donc la transformation digitale était une nécessité pendant la Covid pour ne pas être enclavé chacun dans son pays. Donc ça a été vraiment une belle leçon, la Covid-19, pour vraiment veiller à trouver comment transformer la digitalisation. J'aimerais bien aussi donner deux exemples pour l'Afrique, pour montrer que l'Afrique elle est en voie de digitalisation et comment les opportunités de la transformation digitale. Je vais citer, comme il a dit Dr Berreba, l'inclusion financière. Je vais donner un exemple. Le système M-Pesa au Kenya, qui a révolutionné les paiements mobiles et l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées. Ça, c'est vraiment un très bon exemple du Kenya. Elle a travaillé sur ça. Des gens qui n'ont pas de compte en banque, donc ils utilisaient ce système-là pour transférer de l'argent, pour recevoir de l'argent. Ça, c'est une révolution pour l'Afrique. Deuxième exemple que je donne dans la connectivité accrue. Je donne l'exemple du projet de câble sous-marin ACE, Africa Coast to Europe, qui a amélioré la connectivité à Internet le long de la côte ouest africaine. Donc, ce sont deux bons exemples pour dire que l'Afrique, elle est en voie de transformation digitale. Merci. Merci, Madame Moufida. Dominique, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou c'est bon? D'accord. Donc, merci beaucoup. Nadia, s'il te plaît, il y a une question. Vas-y. Bonjour. Madame Moufida a parlé des plateformes de télémédecine. Malheureusement, depuis mars 2020, on a développé une plateforme de télémédecine, docteur.com. On a commencé par le téléconseil gratuit au profit des Tunisiens et des Africains. Malheureusement, les arrêtés d'application tardent à venir. Et c'est dommage, en avril 2022, on a eu la publication des décrets d'application, mais on attend toujours des arrêtés d'application qui tardent à venir. Donc ma question, bien sûr, je vois que maintenant, on cherche à la scalabilité sur d'autres pays africains et peut-être en RDC. Je sais que c'est un grand territoire, une grande population. Et il y a beaucoup de zones de déserts médicaux. Et bien sûr, on peut justement faire une scalabilité de nos plateformes de télémédecine pour servir
les populations africaines dans les pays où les zones de déserts médicaux sont importantes. Et on essaie de faire une coopération sud-sud entre médecins du RDC et des médecins tunisiens. Merci. Je peux répondre? Parfois, malheureusement, la transformation digitale a besoin de lois, de décrets ou d'arrêtés. Les systèmes sont là, mais malheureusement, la loi ne suit pas. Donc, c'est ça le malheur. On s'arrête parce qu'il n'y a pas un texte de loi qui régit cette démarche ou qui régit ce système. Donc, la loi, parfois, ne suit pas. Donc, c'est le gouvernement qui ne suit pas. Et là, il faut que le gouvernement, vraiment, ait un peu de courage pour avancer et pour aider ces initiatives et donner libre-échange à ces gens-là et pour aller plus vite parce que, comme on voit, les enjeux vraiment sont très énormes et le monde évolue électroniquement très, avec une avancée incroyable. Le gouvernement parfois ne suit pas et les lois ne suivent pas. C'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est probablement... je partage encore mon expérience avec vous. En travaillant avec certaines présidences, on constate en fait un point très important pour réussir la transformation digitale de manière globale au sein des pays, grâce aussi à la façon avec laquelle on voit l'écosystème à mettre en place. Et là, je souligne que la relation public-privé, comment l'État et le secteur public perçoivent le secteur privé, est très très important dans la manière avec laquelle on doit créer cette dynamique de réussite de la transformation digitale. Et je me rappelle bien de Aurélie Soulé, la ministre du numérique et de digitalisation du Bénin, en travaillant sur l'écosystème de la PKI. En fait, on a conçu un système de rêve. Et du coup, je disais, Madame la ministre, la loi ne nous permet pas, la loi ne nous permet pas. Elle m'a dit, surtout pas, il ne faut pas dire ça au président, parce que pour nous, c'est nous qui faisons les lois. Donc tout d'abord, concevons les bons systèmes qui vont aller vers la réussite et la cohérence de nos politiques avec nos objectifs, l'alignement, et ensuite, modifions nos réglementations pour vraiment atteindre nos objectifs. Et c'est très important de souligner ça parce que parfois on ne comprend pas le rôle de l'État dans la transformation digitale. Également, est-ce que l'État supporte le secteur privé? Il sera une dynamique, il va investir, il ne va pas investir, il veut aller en PPP, voilà. Donc tout ça, c'est des réflexions à mettre sur la table, toujours dans la conception des écosystèmes envers la transformation digitale. Je vous remercie énormément pour votre écoute. S'il y a d'autres questions, nous sommes là. Nadia. Sinon... Nadia, il y a une question. Vas-y. Bon, merci pour les différents panélistes. On a parlé... donc l'ordre des ingénieurs tunisiens, donc bureau de formation des ingénieurs chargés des relations extérieures. Donc merci madame. Donc merci pour le sujet. Donc on a parlé de transformation digitale, le côté théorique. On a cité quelques exemples. Il y a une chose qui m'a interpellé. Madame Moufid, elle a parlé des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc le programme 2015-2030. On est presque, ou bien on va arriver. Donc il y a aussi l'objectif 4 pour les formations, et Madame Ned a insisté beaucoup sur les formations. Où est-ce qu'on est là, en Tunisie et en Afrique, pour la mise en application des objectifs de développement durable? M. Namen également, il a parlé, M. Dominique, etc. Et ça aussi, c'est un sujet très important, parce que ça met en œuvre tout ce qui est transformation digitale et on va avoir beaucoup de transitions énergétiques, transitions écologiques, les climats et tout ça. Et c'est à l'ordre du jour et le monde va se transformer également. On va migrer d'un monde avec des voitures, des fuels, etc., dans un autre monde. Et puis vous avez parlé là, dans votre intervention, de 17 objectifs.
Et je vous réitère mes remerciements. Merci. Pour les 17 objectifs de développement durable, malheureusement, les 2 ans de Covid ont vraiment reculé la réalisation de ces 17 objectifs. L'ONU actuellement a fait un autre planning, elle a redressé le planning parce qu'il y avait les 2 ans de Covid qui ont trop retardé les objectifs. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez y aller sur le site de l'ONU, vous allez trouver un autre planning et un planning de réalisation. Donc, il faut voir le retard accusé et pour chaque objectif, vous allez trouver tout ce qui a été réalisé et tout ce qui reste à réaliser. Peut-être 2030 ne sera pas vraiment la fin de la réalisation de ces objectifs-là. Il y en a des objectifs qui ont avancé, par exemple la santé. La santé, c'est à revoir. Le point de développement durable sur la santé, c'est à revoir avec la Covid-19. Elle a tout bouleversé, la Covid. Elle a bouleversé le monde sur tous les plans. Donc, il faut revoir chaque objectif de développement durable sur le site de l'ONU. Vous allez trouver le nouveau calendrier et vous allez trouver tout ce qu'il y a à revoir. 2030, peut-être, ce ne sera pas la fin de ces objectifs. Merci, Madame Moufida. On va prendre la dernière question. Vas-y, monsieur. Nourdine Khalaf, expert IT. Ah, c'est Nourdine, marhaba bik. Marhaba bik, madame. Nous avons parlé de tout ce qui est transformation digitale au niveau du gouvernement, de l'État, etc. Nous avons oublié, à mon avis, que la transformation digitale concerne aussi les entreprises économiques. Bien sûr. Tout ce qui est entreprises nationales, etc. Les industries, etc., et tout autre domaine. Là où la transformation digitale doit être perçue comme une BPM, un Business Process Management. Oui. Ce n'est pas faire du copier-coller et faire une application, etc. Ce n'est pas ça la transformation digitale. La transformation digitale, à mon avis, elle concerne par la transformation des process. Ensuite, il y a, pour la réussite des projets de transformation digitale, la nécessité d'avoir un leadership pour ce projet. Un leadership qui doit être convaincu de ce qu'il fait, du projet, et une sensibilisation des ressources humaines de l'entreprise. Avant de parler de technologie, d'infrastructures, d'applications, etc., à mon avis, il faut parler de ce niveau qui va permettre la réussite d'un tel projet de transformation digitale. Déjà commençons par la sensibilisation, déjà. Le fait d'accepter ce changement-là et de son importance même, si nous le dit. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos précieuses remarques. De mon côté, donc, je salue toute l'audience pour l'écoute. Brahim, il n'a pas voulu parler, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vous souhaite très bons après-midi. Merci à tous les panélistes. Et on se revoit, Inch'Allah, l'année prochaine. Fita 7, le grand défi, peut-être, ça sera en RDC. N'est-ce pas, Dominique? On va faire le nécessaire. Voilà, donc je vous souhaite bonne fin d'après-midi et bonne fin aussi de congrès et à très très bientôt. Merci, merci. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, il m'a été demandé de vous annoncer le panel 7 qui aura lieu tout à l'heure avec la GIZ. Il s'agira de la zone libre-échange continentale africaine. Il s'agira aussi de parler de la phase de la mise en œuvre de l'accord pour la Tunisie avec la GIZ, juste après la pause café. Merci.